Du coup, je vous propose, il est 35, on va démarrer, les personnes se connecteront petit à petit. Alors, donc, merci à tous et à toutes d'être présents donc pour ce café visio sur la reprise de l'activité. On va essayer d'aborder un peu un travail qui a été fait notamment en commun entre les sociétés Val Software, Lyra Network, Synox et Machina Corpus sur un peu la checklist, la boîte à outils du retour au bureau pendant cette crise. Du coup, on va faire un petit tour de table de présentation des intervenants, intervenantes d'ailleurs. Et je vais donc laisser se présenter Alexia dans un premier temps. Bonjour à tous, donc Alexia Roland, je suis avocate spécialisée donc en droit du travail. Je n'interviens que dans cette matière et le droit, et plus généralement le droit social, le droit de la sécurité sociale. Et donc, dans le cadre de mon activité, j'ai eu l'occasion récemment de rédiger un vadémécum sur le déconfinement que j'ai donc adressé à tous les employeurs de mon cabinet. Et je connais par ailleurs donc un membre du cluster qui est Mathieu Etienne, et à cette occasion m'a dit écoute, cette note de travail pourrait intéresser des connaissances. C'est comme ça que j'ai pu avoir l'occasion de faire votre connaissance et donc d'intégrer le café visio de ce jour. Voilà. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de faire des interventions quand il y a un aspect juridique qui peut s'avérer intéressant sur vos interventions. Et comme je l'ai proposé hier à Jérémy, je tiens à disposition ce vadémécum. Donc, vous pouvez me contacter par mail et je vous transmettrai cette fameuse note. Alors, évidemment, je pense qu'il est un peu plus orienté sur un aspect juridique que les échanges pratiques qu'on va avoir sur l'accueil de vos salariés. Voilà, c'est vraiment sous l'angle juridique, mais il y a quand même toute une analyse sur les préconisations du ministère du Travail et je pense qu'on se retrouvera sur ce point-là. Voilà. Super, merci beaucoup Alexia. Je donnerai votre adresse email du coup à tout le monde à la suite du café visio. Bien sûr. Merci. La prochaine personne sur mon écran, c'est Élise. Oui, alors bonjour à tous, Élise Ossamian, je suis responsable des ressources humaines de la société Val Software, une société de 90 collaborateurs environ aujourd'hui, PME, donc édition de logiciels basée à Blagnac avec un établissement à Paris et des bureaux à Bruxelles aussi. Il faut penser aussi à ceux qui sont en dehors de France actuellement. Et donc voilà, actuellement on a tous nos collaborateurs en télétravail. On a poursuivi cette mesure jusqu'au mois de juin et on est en train de s'organiser pour le retour dans les locaux. Donc dans cette optique, j'aurai 2 documents à partager avec vous. Le premier, c'est la grande présentation générale qu'on a fait aux collaborateurs. C'est assez général du coup, sans pas dans les détails. Sur ce qu'on va être amené à faire dans les semaines à venir et un document de travail que je partage aujourd'hui avec les membres du CSE, la médecine du travail, la direction bien sûr, sur le détail pour le coup de toutes les mesures qu'on va avoir à mettre en œuvre. Et voilà. C'est ce que je vous propose de vous présenter. Sachant que ce document, il est vraiment... j'ai travaillé ce matin avec le CSE, je retravaille cet après-midi avec eux, il n'est pas encore validé par la médecine du travail, donc il n'est pas abouti, mais ça peut toujours être quelque chose d'intéressant. Parfait, merci beaucoup. Je laisse la parole à Laure pour se présenter. Oui, bonjour, donc je suis Laure Laporte-Rioux, je suis responsable des ressources humaines de la société Lyra Network. Donc Lyra qui est une société qui œuvre dans le monde du paiement au niveau international. Donc nous sommes en France quasiment 200 collaborateurs avec le siège qui est à la Belginopole, un bureau parisien commercial et ensuite des filiales, notamment nombreuses filiales en Amérique latine, des filiales en Europe avec l'Espagne et l'Allemagne et une filiale en Inde également.
Donc voilà, nous, ça fait depuis l'annonce du gouvernement qu'on a entamé des démarches pour ce post-confinement. On n'était pas sûr de la date du 11 et même aujourd'hui, voilà, il n'y a personne dans les locaux de l'IRA à date. Voilà, donc on a mis en place des ateliers opérationnels, mais on en reviendra peut-être un petit peu plus dessus en suivant. Mais voilà, pour la présentation de la société, on travaille en atelier opérationnel, en tout cas sur ce post-confinement, avec le CSE, en relation aussi avec la médecine du travail, et puis les moyens généraux de la société pour la partie logistique et infrastructure. Voilà, donc aujourd'hui, 100% des collaborateurs sont en télétravail, donc 200 personnes en France et plus de 150 personnes en plus avec les filiales. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si la personne qui est par téléphone, est-ce que ce serait Aline par hasard? Je vais activer votre micro. Non, c'est Antoine Bielakov. Hein. Bonjour. Ah, j'arrive pas à me connecter à Zoom, même avec la tablette. Donc, ah d'accord. C'est par téléphone. Bon, il n'y a pas de souci. Rien d'autre à ajouter. Je suis directeur général de l'IRA. Rien d'autre à ajouter à ce que vient de dire Laure. Très bien, merci beaucoup de vous être connecté. Du coup, je vais, en fait, je vais laisser Élise déjà présenter un peu le travail qui a été fait. Après, peut-être que vous pouvez peut-être résumer aussi, c'était quoi la démarche qui a été faite collaborative déjà pour créer cette boîte à outils à plusieurs. Je ne sais pas qui parmi vous trois peut le présenter. Antoine, peut-être si tu peux prendre la main sur le point, sur la partie collaboration. Oui, la partie démarche collaborative, non, c'est en fait à l'occasion d'une réunion Digital 113 et notamment en liaison avec Emmanuel Mouton, là on s'est dit que on était peut-être quelques entreprises à être confrontées à la même difficulté par rapport à l'annonce du déconfinement du 11 mai, à savoir sur quel texte finalement du gouvernement on pourrait se baser, hein, parce qu'on recevait des entreprises plutôt du digital, donc qui étaient à peu près tous, qui se sont mis à peu près tous au télétravail de manière assez rapide. Et on avait face à nous différents textes qui arrivaient, que ce soit du Syntec, mais datés de textes du gouvernement qui avaient 10 jours de retard par rapport aux nouvelles propositions qui avaient été faites en date du 5 mai. Et puis, déjà essayer d'y voir clair ensemble. Et par ailleurs, on s'était rendu compte qu'on était tous en train de travailler un peu dans notre coin à s'organiser pour pouvoir redémarrer dans des conditions sanitaires qui soient respectueuses de ce que le gouvernement a présenté. Et donc, notre démarche a consisté à se dire, plutôt que de travailler dans notre coin, mettons en commun ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a créé à cet effet, je ne sais pas si vous y avez accès là, mais un compte qui permet en fait de stocker en fait les différents documents qu'on a pu collecter ou qu'on est en train d'enrichir, sachant que ce qui a drivé aussi notre démarche, hein, elle est que on souhaite en fait plutôt c'est plutôt une boîte à outils qu'on avait prévu de mettre à disposition en fait des entreprises de Digital 113, plus qu'une boîte à outils de documents que vous pourrez enrichir à votre guise, bénéficier du travail des autres, mais on ne se portait pas responsable, parce qu'on a eu un débat en interne là-dessus, sur quelque part les documents qu'on vous remettait, parce que vous savez que il y a quand même, et là peut-être que l'avocat parlera sur le sujet, on a quand même une responsabilité pénale qui pèse sur la tête notamment des responsables d'entreprise, et on n'avait pas vocation, je veux dire, à se substituer à la responsabilité que chaque chef d'entreprise doit prendre. Donc nous, ça reste une boîte à outils de bonnes pratiques qu'on envisage de mettre en place, que très concrètement, on parlera peut-être de nos expériences, mais on déconfine nous la semaine prochaine. Et donc voilà, on s'est dit autant faire bénéficier un maximum, mais encore une fois, c'est un document qui doit être enrichi et qui doit être validé par chaque entreprise qui décide de le diffuser au sein de son entité. Très bien, merci beaucoup pour ces infos.
Du coup, je laisse Élise rentrer dans le vif du sujet par cette première checklist. Ok. Alors du coup, je ne sais pas si j'ai la meilleure méthode là pour vous présenter le document. Je vais faire un partage d'écran. Vous me dites si c'est pratique ou pas. Donc du premier document. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est clair pour vous? Oui, ok. On voit. Du coup, ce premier document, c'est la présentation qu'on a faite à destination de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise la semaine dernière. Donc, il y avait vocation à leur présenter ce qui allait se passer dans les semaines à venir. Parce qu'effectivement, ils ont tous entendu parler là, du 11 mai de déconfinement, mais ils se demandaient tous comment, au sein de l'entreprise, on allait s'organiser. Donc, ça, on l'a fait sous forme de webinaire d'entreprise. Donc là, depuis le confinement et depuis le télétravail généralisé qui, à Val Software, a eu lieu au 13 mars, on organise régulièrement, à raison de au moins une fois tous les 15 jours, des webinaires d'entreprise pour communiquer largement auprès des collaborateurs. Donc la première partie, je ne l'ai pas mis, c'est que des documents, des informations internes qui ne vous intéressera pas. Mais on informe sur l'activité, etc., les projets en cours, les roadmaps, etc. Et ensuite, il y a une partie, donc les recommandations de la RH, et là qui était donc avec le sujet, pour sujet le télétravail et donc la position d'entreprise par rapport au déconfinement. Donc là, du coup, on leur a annoncé qu'on maintenait le télétravail au moins jusqu'au 29 mai inclus. On leur a expliqué pourquoi. Et on leur a expliqué comment on allait organiser le retour dans les locaux, a priori au 2 juin, début juin. Ce document, ça a vraiment vocation à les informer, rassurer. J'ai fait quelques focus dans ce document. Peut-être que l'avocate nous en fera peut-être un commentaire. Ce qui me paraît particulièrement important dans le cas de pour le retour dans les locaux, au-delà de toutes les mesures, on va dire, collectives, c'est de prendre en considération les cas particuliers qui peuvent être bloquants, notamment pour le retour. Donc, j'ai fait un focus particulier sur tous les cas contacts et personnes contaminées, donc personnes qui ont été contaminées durant le confinement. Je leur demande en responsabilité de me faire part du fait qu'ils aient pu être contacts ou contaminés durant cette période. Et moi, ensuite, en suivant, je les renvoie directement à la médecine du travail pour savoir ce qu'on fait. Je leur rappelle, bien sûr, quel comportement adopter quand on est en contact ou contaminé avec quelqu'un malade. Je fais un focus sur les personnes vulnérables. Et là, j'aurais peut-être 2-3 questions pour l'avocate aussi. Sur donc ces personnes qui figurent sur la liste des personnes dites vulnérables au sens du Covid, donc qui présentent des pathologies qui peut du coup faire que s'ils sont contaminés, ils vont avoir une forme plus grave de la maladie. Et ces personnes-là, par définition, on ne veut pas forcément qu'elles reviennent dans l'entreprise parce que ça peut être dangereux pour elles. Et ça concerne aussi toutes les personnes qui vivraient avec des personnes vulnérables. Alors, bon, comme le cas précédent, on n'est pas tout à fait à l'aise, je dois le reconnaître, les services de ressources humaines, à évoquer ces questions-là desquelles on doit absolument, normalement, ne pas prendre en compte. Donc, la santé, pas prendre en compte, on va dire. Là, ces pathologies-là, on n'est pas censé en avoir connaissance. À partir du moment où le collaborateur a fait une visite d'embauche qui est bonne, on n'a pas à savoir s'ils sont atteints par des pathologies ou autres. J'ai présenté cette slide donc, en leur disant si vous vous reconnaissez dans cette liste, vous revenez vers moi ou votre manager, ou si vous êtes plus à l'aise aussi avec un membre du CSE. Et ensuite, on vous mettra en contact avec la médecine du travail qui, du coup, considérera quelle est la bonne conduite à avoir. Soit vous revenez avec des mesures encore plus renforcées par rapport à tout ce qu'on va mettre en œuvre, ou alors vous restez chez vous et puis on vous dira combien de temps. Oui. Est-ce que je peux juste intervenir sur ce point parce que j'ai eu cette problématique récemment. On a des personnes vulnérables qui se sont présentées dès le 11 pour les entreprises qui recommençaient à travailler normalement dans les locaux. Et donc, j'avais des DRH en urgence qui me contactaient en disant « mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que très souvent, en fait, Amélie a mis en place un système de continuité des arrêts pour ces personnes vulnérables. Et en fait, Amélie est tellement submergée de renouvellement de ces demandes que ces personnes ne reçoivent pas la fameuse déclaration et notamment le certificat d'isolement. Oui, résultat, ils sont contraints de revenir, donc il faut les rassurer. En fait, normalement, en amont, vous connaissez ces gens qui se sont manifestés auprès de vous, donc il faut les rassurer en leur disant « ne vous inquiétez pas,
S'il y a un retard avec Amélie, restez à votre domicile, relancez Amélie, on n'attend pas que vous reveniez dans l'entreprise parce que moi, ça a été des cas d'urgence à traiter hier matin à 8 heures du matin. Donc, il faut les rassurer sur ce point-là. Et si Amélie rencontre véritablement un retard important d'ici plusieurs semaines, à ce moment-là, on peut tout à fait les orienter vers le médecin traitant qui prend la suite et établit ce certificat d'isolement. Donc voilà, ça permet de rassurer les gens qui déjà vivent cette période difficilement et leur permet voilà, d'anticiper une problématique administrative. Oui. Voilà. Bonjour, excusez-moi, j'ai eu du mal à me connecter. Aline Jean-Baptiste de la société Sinox. Je vois que vous êtes sur le point des personnes vulnérables. En effet, j'ai vu avec la METRA et en effet, on n'est pas censé avoir cette information. Donc, l'employeur doit informer les salariés sur qu'est-ce qu'une personne vulnérable. Et une fois qu'il a fourni cette information, c'est donc aux salariés qui se sentent, qui sont concernés par ce cas ou qui vivent avec une personne concernée ou une personne handicapée. Et dans ce cas-là, ils doivent contacter leur médecin traitant, en effet, qui leur fait un certificat d'isolement. Et à ce moment-là, ils passent en activité partielle du fait que le télétravail est impossible pour eux. Juste une précision parce qu'on n'a pas abordé la définition et peut-être que vous n'en êtes pas informé vu la profusion de textes à l'heure actuelle. En fait, la définition avec les catégories de personnes isolées, vulnérables, ressort du décret du 5 mai 2020. C'est le décret 2020-521 et on a toute la liste des pathologies et des maladies médicales. Donc, vous avez à juste titre, Élise, souligné le fait qu'on n'est pas censé connaître ces pathologies. Donc, si vous avez à ce moment-là diffusé cette note-là au sein de votre entreprise, vous pouvez tout à fait dire « on tient à disposition le listing des maladies. Si vous vous reconnaissez dedans, revenez vers moi ». Et donc, c'est ce fameux décret. Si vous le tapez sur Google, vous aurez Légifrance qui apparaît avec le décret donc, du 5 mai 2020. Et donc, toutes les pathologies, diabète, les pathologies chroniques, les cancers évolutifs. Bon, je ne vous lis pas tout le listing, mais vous l'aurez. Hein. Du coup, moi, je leur ai mis le listing ici. Mais c'est vrai que… parfait. Et après, ils ont le PowerPoint dans le réseau. Donc. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien mis à la date du 6 mai, hein, parce que ça peut changer. Et après, juste, je les renvoie régulièrement. Je leur dis, vous allez sur les sites d'infos. Si je vois si je passe à côté de l'info, au moins, ils savent où aller la chercher aussi. Bien sûr. Et la liste est aussi sur le protocole de déconfinement du ministère. Il y a aussi les personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont un IMC supérieur à 30, un indice de masse corporelle supérieur à 30. Oui, tout à fait. Donc, toutes les conditions sont décrites dans le protocole de déconfinement. Juste par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que moi, une fois qu'elles sont identifiées, je les envoie vers la médecine du travail. Alors, le médecin que j'ai eu ce matin au téléphone me disait qu'ils viennent me voir, mais avec leur dossier médical, parce que sinon, je ne peux pas statuer. Mais dans la mesure où nous, on est déjà à 100% télétravail, plutôt qu'ils aillent voir leur médecin et le médecin qui va peut-être faire un arrêt, parce que lui ne connaît peut-être pas les possibilités d'aménagement que l'on a, nous, au sein de l'entreprise. C'est vrai que moi, je leur dis, voilà, nous, on a la possibilité de rester en télétravail pour ceux qui seraient vulnérables. Donc, c'est pour ça que moi, je les renvoie vers le médecin du travail, quoi. Qui est au courant de notre fonctionnement. Oui, c'est parfait. La difficulté, alors ça dépend des tailles d'entreprise, mais nous, effectivement, parfois, on a des collaborateurs dont on sait, ou dont les collègues savent qu'ils ont certaines pathologies, mais qui ne reviennent pas forcément vers nous. Donc là, moi, j'ai interrogé le médecin, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, si j'ai un collègue qui vient me voir, je sais pas, qui me dit, un tel, je pense qu'il est vulnérable, qu'est-ce qu'on en fait de cette info? Donc le médecin nous dit, à partir du moment où vous avez quand même donné la liste, si la personne ne revient pas vers vous, vous ne pouvez pas prendre les devants en quelque sorte. Donc moi, j'en suis restée là. Donc, je ne sais pas quelle est l'avis d'avocate, mais j'en suis restée là. Je pense qu'on peut faire de mieux, quoi. Alors, on ne vous reprochera pas de passer un coup de téléphone aux salariés en question pour lui dire, alors, sans citer les gens, mais on ne vous le reprochera pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas soumise à un secret médical comme le médecin du travail. Je comprends que lui ne puisse pas dévoiler ou s'il ne peut pas inciter les salariés à faire la démarche, on ne vous le reprochera pas. Donc,
À l'inverse, si jamais on apprenait, moi je me fais l'avocat du diable parce que vous l'aurez tous compris, ce qui est en jeu, j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de la responsabilité pénale, c'est le pire des cas, hein, et à mon sens, comme en matière de toute infraction pénale, il faut démontrer un élément intentionnel. Et donc, en l'occurrence, les infractions qui sont en jeu, c'est de la mise en danger d'autrui, c'est de la non-assistance à personne en danger, homicide involontaire s'il y a un décès, c'est quand même des grosses infractions et il y a un certain nombre d'éléments à démontrer. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sur… Voilà, ce risque existe, mais en tout cas, pour que vous soyez convoqué devant un tribunal correctionnel, bon, il faudra que la démonstration adverse, notamment du ministère public, aille très loin. Par contre, le principal risque à l'heure actuelle, c'est l'engagement de votre responsabilité civile en tant qu'employeur au titre de votre obligation de sécurité. Alors certes, c'est plus depuis 2019 une obligation de résultat, c'est juste une obligation de moyens. Néanmoins, voilà, entendu, s'il y a eu un écho, une information et qu'un jour ça sort, que vous saviez qu'un tel était en situation de vulnérabilité, moi je vous conseillerais, rien n'empêche de contacter le salarié pour vérifier si ça va, sans lui demander de justifier de son état de santé, de sa pathologie, mais juste pour le sonder. Ou par mail. Voilà, vous avez une trace, ça ne coûte rien. Et puis même, ça permet parfois de réinstaurer des dialogues individuels. J'ai entendu que vous mettiez en place des webinaires, mais on a parfois dans le groupe des salariés dont on ne ressent pas le mal-être lié au confinement, qui vous est maintenu puisqu'on reste en télétravail, et ça peut permettre un peu de réinstaurer le dialogue avec certains salariés qui sont peut-être en souffrance sans qu'on le voit au milieu de la collectivité qui participe à ces conférences. Oui, tout à fait. Le troisième focus, alors là j'ai donné les coordonnées de la médecine du travail, bon là je ne l'ai pas mis parce que ça ne concerne que la société, mais normalement il y a tout ce qu'il faut. Donc là, ils ont tout à fait la possibilité de contacter par eux-mêmes, s'ils le souhaitent. La troisième problématique, et alors là c'est vraiment compliqué, c'est le focus sur les parents. Voilà. Donc, réouverture des écoles pour permettre aux parents d'aller travailler, mais réouverture tout à fait progressive, on va dire, hein, progressive. Donc, aujourd'hui, on a quand même des écoles qui ne sont pas complètement ouvertes, pas tous les jours, etc. Et puis, en plus, on a cette situation, moi, que je ne sais pas encore comment gérer, enfin, en tout cas, pas après la fin mai, des parents qui ont encore la possibilité, même quand l'école est ouverte, de mettre ou pas leurs enfants. Donc, moi, voilà, je leur ai demandé, je leur ai proposé à tous les parents qui rencontreraient peut-être des difficultés pour revenir dans les locaux, pareil, de se rapprocher du service RH pour qu'on envisage avec eux les possibilités d'aménagement le cas échéant. Mais encore une fois, moi aujourd'hui, je ne sais pas au mois de juin quelles vont être les marges de manœuvre pour un parent qui va volontairement ne pas mettre son enfant ou pour une école qui ne va pas réouvrir du tout, avec la possibilité de travailler techniquement, certes, mais avec 2 enfants à côté, c'est plus compliqué. Voilà, mais bon, on a essayé quand même d'anticiper un maximum sur cette question-là, malgré tout. Du coup, là, c'était plutôt une façon de sonder, on va dire, l'ensemble des collaborateurs, dans le cadre de ce webinaire, sur les cas particuliers qu'on pourrait identifier en amont et gérer quand on a les éléments de gestion aussi en amont. La deuxième partie de la présentation, elle était sur les grands principes du plan de déconfinement. Moi, bon, là, j'ai repris des infographies, je ne les ai pas faites, hein. J'ai repris des choses qui existent et qu'on a notamment mis à disposition par échange aux entreprises, quoi. Donc là, ce n'était pas le détail, mais je commençais à les préparer un petit peu à ce qui devait s'attendre à retrouver au retour dans les locaux. Donc, en leur présentant en gros les grands principes du plan de déconfinement. Préparez-vous à retrouver des locaux qui ne seront pas sous l'équité. Et voilà. Donc, je leur ai expliqué les gestes barrières. On aura certainement par une utilisation de masques, de gel systématique, etc. On va à déterminer, on est en discussion là-dessus. La distanciation sociale qui était déjà existante, qu'on va renforcer avec la matérialisation des espaces, des zones de circulation condamnées à des places dans les salles de réunion ou les salles communes, enfin les espaces communs. Réaménagement des postes de travail aussi, donc il y a des personnes qui ne vont pas retrouver leur bureau, qui vont trouver un bureau 2 mètres plus loin, des open space qui vont être modifiés, etc. Et la visioconférence qui sera de principe, voilà, dans tous les cas, même en interne, même si mon collègue est sur le même étage. Je vais quand même faire un zoom, si c'est possible, et pas aller dans la salle de réunion. Voilà, donc ça c'était vraiment les grands principes, c'était pour les préparer en quelque sorte à ce qui allait se mettre en œuvre.
Et puis aussi, ça permet de recueillir toutes les questions qui peuvent se poser, voire, et donc nous aussi, peut-être de traiter une question qu'on n'aurait pas eue, ou d'avoir peut-être même une idée. Moi, on a des idées qui nous sont remontées par rapport à ça, et c'est toujours bienvenu. Et voilà. Et donc ensuite, bon, ben, on leur a expliqué que le 26 mai, donc on leur présenterait de nouveau, dans le cas d'un webinaire qui sera obligatoire pour tout le monde. Même ceux, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais je me dis il faut quand même le faire pour ceux qui ne sont pas présents dans l'entreprise parce que congé, parce que arrêt de travail. Pour moi, c'est important qu'ils aient cette information. Alors peut-être ils assisteront au webinaire ou alors on leur enverra un lien avec un replay. Mais voilà, donc là on assurera cette journée-là la communication sur le détail. C'était mon premier document que je vais partager avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Est-ce que peut-être Laure et Antoine, vous pouvez présenter un peu aussi les documents ou en tout cas des éléments complémentaires sur lesquels vous avez pu travailler? Alors, tu prends le relais? Tout à fait. Non, je peux y aller. Par contre, je n'ai pas de documents à vous partager parce que je ne suis pas sur mon ordinateur professionnel, mais bon, c'est pas très grave. Dans la démarche, en tout cas, qu'on a pu mener chez l'IRA, donc nous, notre maître mot, ça reste de toute façon le télétravail. Pour l'instant, on regarde aussi à bien appliquer les directives gouvernementales. Donc, pour l'instant, on s'est projeté sur une période quand on a commencé à travailler sur le sujet, qui allait du 11 mai, donc prévisible déconfinement, jusqu'à début juin. Voilà, donc on a d'abord travaillé sur cette période-là et c'est ce qu'on continue de faire avec en termes de communication au niveau des collaborateurs. Donc, on s'appuie aussi beaucoup sur notre collectif managérial, mais on a aussi commencé par une enquête afin de savoir qui était volontaire dans cet intervalle, donc entre le 11 et le 11 mai 2 juin, qui était volontaire pour revenir sur site. Qui avait besoin pour diverses raisons, que ce soit pour sortir de son isolement ou pour des raisons d'accessibilité aux outils informatiques ou aux dossiers papier, qui avait besoin de revenir sur site. Donc, on a fait passer une enquête visant à recueillir un petit peu la proportion de salariés qui pouvaient être intéressés, de connaître aussi un petit peu à quel moment ils seraient intéressés pour revenir sur site, à quelle fréquence, sur quelle durée sur la semaine. Et aussi, on s'est intéressé aux moyens de transport qu'ils utiliseraient pour se rendre sur le lieu de travail, pour aussi pouvoir nous rendre compte en termes de gestion des infrastructures, ce qu'il en serait au niveau de nos parkings, du garage vélo, voire des transports en commun. Voilà, on s'est également intéressé à toute la partie déjeuner, voilà, pour se rendre compte aussi des besoins d'accessibilité à ces infrastructures-là, savoir si les salariés retournaient aussi éventuellement à domicile ou préféraient de la livraison sur place ou de la commande ou bien amener leur repas personnel, et bien évidemment aux motivations de ce retour sur site. Voilà, donc au final, on a eu à peu près un quart de la société qui s'est prononcé pour un retour volontaire. Et à partir de là, on a pu enclencher avec notre groupe de travail opérationnel, donc qui est constitué du directeur général, des moyens généraux, du CSE évidemment, et de la partie RH et direction financière. Voilà, sur quelles sont justement les mesures que l'on souhaite prendre pour ce retour sur site, donc qui sera graduel et qui commencera a priori semaine prochaine jusqu'au 2 juin. Et puis on verra la suite s'il y a une ouverture plus généralisée, un retour plus en volume des collaborateurs au sein de la société. Donc, sachant quand même qu'en avance de phase, dès qu'on a commencé à parler des déconfinements, il y a eu des démarches qui ont été faites sur la commande de masques, sur s'assurer que les solutions hydroalcooliques soient présentes, on a déjà des points avec les sociétés de nettoyage pour la désinfection, mais on a pu ensuite, en connaissant un petit peu plus la proportion de personnes intéressées, travailler quelque part à une charte, donc en collaboration aussi avec le collectif d'entreprises qui avait mis en avant quelques points. On a pu commencer à approfondir une charte de bonnes pratiques et de règles, surtout pour ce fameux retour sur site, en tout cas. Voilà, donc à la fois on encadre le retour qui serait de manière permanente, ainsi que le retour occasionnel pour qu'on conserve quand même une capacité maximale dans les bâtiments.
dans le bâtiment, puisqu'à ce jour, nous ne serons présents que dans un seul bâtiment, mais à conserver voilà, quand même un nombre maximal de personnes présentes sur site. On passe ensuite sur des mesures de protection qui vont être collectives. Donc, que ce soit à la fois sur de la capacité de nos locaux et sur la disponibilité de ceux-ci, puisqu'on a aussi plusieurs sites, on a aussi des collaborateurs qui sont dans des espaces de coworking. On se pose la question de travailler aussi sur des horaires d'arrivée, de départ échelonnés. Sur la disponibilité des bureaux également, donc on prévoit de mettre à disposition un space planning, puisque comme Élise le disait aussi, chez nous, les collaborateurs ne retrouveront pas forcément leur espace de travail habituel. Et certains bureaux pourront être réservés à des fonctions parce que documents sensibles ou éléments confidentiels présents dans certains bureaux. La gestion aussi des salles de réunion avec des capacités maximales, même si je pense qu'on va continuer à favoriser. Alors nous, on travaille sur Teams et pas sur Zoom pour des raisons de sécurité. Mais voilà, on va continuer de privilégier aussi ce média-là avec des réunions en présentiel, si possible, avec une capacité maximale. Toute la gestion au niveau des sens de circulation, la gestion des flux au final dans l'entreprise, donc un vrai labyrinthe pour que les personnes se croisent le moins possible. Tout ce qui va avoir aussi attrait à la climatisation, à l'introduction d'air neuf, du coup condamner des salles, notamment des salles de réunion qui n'auraient pas d'ouverture extérieure par exemple. Tout ce qui va encadrer aussi pour rassurer les salariés sur la désinfection, sur le nettoyage des locaux plusieurs fois par jour. Des préconisations évidemment sur l'aération des bureaux. Ça, c'est toute la partie collective. Et puis après, on descend sur un niveau individuel avec la mise à disposition, bien évidemment, de tout ce qui va être lingette désinfectante pour qu'au retour sur site, tout un chacun puisse désinfecter son matériel de travail. La mise à disposition de masques, à la fois des masques lavables et des masques jetables. Les gestes barrières, bien évidemment, être responsable et bien les respecter. Des encarts sanitaires sur se laver les mains. Donc, on prévoit, au-delà de cette charte, de faire beaucoup de campagnes d'affichage et également en remote des formations qui seront nécessaires et obligatoires avant tout retour sur site de toute façon. On a aussi encadré la gestion des espaces collectifs, les espaces de détente, les espaces de restauration, où on s'imagine échelonner les temps de pause pour organiser des roulements avec un principe de réservation. Voilà, remettre aussi en place des bonnes conditions d'hygiène, de nettoyage de ces espaces-là, à la fois fait par les salariés, une fois l'utilisation faite, mais aussi derrière fait par les sociétés de nettoyage. Les salles de détente, évidemment, qui sont à ce jour inutilisables. Les vestiaires partiellement pour ceux qui viendront à vélo ou à moto pour pouvoir y laisser leurs affaires. Les espaces collectifs extérieurs, donc là on en revient un petit peu au parking, point que j'ai croisé aussi avec la médecine du travail, comment faire pour que même sur le parking on se croise le moins possible, donc imposer un sens pour que tout le monde se gare ou fonctionner une place sur deux. Idem pour le local vélo, si on a des cyclistes qui arrivent en masse suivant la météo. Voilà, on a aussi encadré l'accueil des intervenants extérieurs, la réception de colis avec le stylo unique, par exemple. Voilà, toutes ces bonnes pratiques-là et toutes ces nécessités. Et on a également d'ores et déjà commencé à encadrer les déplacements, à savoir s'il y avait des déplacements impérieux, des interventions techniques que l'on ne pouvait pas reporter à une date ultérieure, voire parfois même des déplacements professionnels. Donc, on a aussi encadré ces notions-là. La conduite, évidemment, à tenir en cas de suspicion ou de contamination au Covid. Les éléments de communication où seront disponibles les données. Et dans l'idée, on va se doter de référents Covid, alors qui seront sûrement plusieurs au vu des thématiques, des champs d'intervention. Donc, sûrement à la fois sur une partie juridique, compétences RH, suivi, mise à disposition et des informations et également relais des informations de ces informations-là au niveau managérial et un représentant gestion des moyens généraux pour être garant de toute la partie infrastructure, gestion des flux, le lien avec tous les prestataires aussi externes qui interviennent pour la santé et sécurité des salariés dans le bâtiment. Voilà, donc une charte assez complète qui est en premier jet, que l'on continue de travailler avec notre instance représentative du personnel et le groupe de travail sur le sujet, et on pourra en retour au plus rapide vers les salariés qui se sont justement manifestés comme volontaires, voilà, pour bien leur exposer les conditions, recueillir leur accord. On prévoit aussi
de leur demander l'attestation sur l'honneur, comme quoi ils sont volontaires pour le retour sur site, étant donné que le télétravail reste le maître mot quand même, et aussi pour qu'ils s'engagent à bien avoir lu et à respecter l'ensemble des pratiques, des règles édictées dans la charte. Donc voilà un peu notre contexte. C'est très complet comme retour. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Alexia, au niveau juridique, vous avez des points à aborder par rapport à ce qui a été dit. J'ai relevé le référent Covid, ça c'est très important parce que ça va permettre, au-delà de la présence des DRH et RRH, d'avoir un contact privilégié avec les salariés. Donc ça, j'ai vraiment insisté auprès de mes clients pour cette mise en place de ce référent spécifique tel que celui qu'on connaît en matière de harcèlement. Je pense qu'on va être sur une thématique qui risque de se renouveler à l'avenir, donc l'avoir déjà mis en place, ça vous permet d'anticiper d'autres épisodes comme celui qu'on vient de connaître. Qu'est-ce qui m'a semblé intéressant? Cette charte également, c'est ce qu'on connaît, les chartes en matière de harcèlement, et c'est très intéressant. Moi, j'ai balayé toute la doctrine à l'heure actuelle et vous voyez, ces chartes, personne n'en parle. Donc vraiment, là, vous avez anticipé et mis tout en œuvre pour rassurer les salariés et puis être sûr qu'ils soient eux-mêmes responsables de leur propre sécurité. Parce que ça, on l'oublie, on est tous en train de parler des obligations de l'employeur, de protection, mais le salarié lui-même a une obligation de préservation de sa santé. Et très souvent, quand on a un contentieux en la matière, nous, employeurs, c'est ce qu'on évoque, c'est de dire, attendez, on ne peut pas tout faire non plus. Et le salarié lui-même est garant de sa propre sécurité. Et grâce à cette charte, ils vont être partie prenante et acteurs de leur propre santé, de la sécurité collective. Donc vraiment, je salue la démarche. Excusez-moi, j'avais deux questions sur voilà, ces deux sujets. Oui. J'avais juste deux questions. Non, l'idée, juste ce que je voulais rajouter, c'est effectivement… Pardon. On va y arriver. Je voulais juste dire que voilà, par cette charte, effectivement, l'entreprise s'engage à apporter des moyens voilà, pour garantir la sécurité des salariés. Mais ce qu'on demande aussi en contrepartie, c'est que voilà, les collaborateurs s'engagent aussi à respecter et à s'engager envers eux-mêmes et aussi envers leurs propres collègues, à respecter l'ensemble de la réglementation quelque part et de ces bonnes pratiques. J'ai une question, si ça vous… sur la charte, est-ce qu'il faut la faire signer à chaque salarié ou il suffit d'envoyer par mail ou d'informer tous les salariés? Et ensuite, deuxième question, j'en aurai fini. On prévoit de remettre bien sûr des masques à chacun des salariés. Donc, en l'occurrence, nous on a prévu d'en remettre 4 lavables, 4 par salarié. Est-ce que vous préconisez qu'il faut leur faire signer une feuille d'émargement comme quoi on leur a remis réellement ou pas? La question est destinée, j'imagine. Oui, pardon. Oui. Disons, je m'adresse aux juristes. Voilà. Alors, sur la charte, en fait, habituellement, les chartes ne sont pas considérées comme des notes de service, c'est-à-dire que ce n'est pas un document qui est adjoint au règlement intérieur qu'on doit envoyer à la directe et au conseil de prud'homme. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on la diffuse via l'intranet. Oui. Et là, effectivement, pour marquer un peu plus les esprits, peut-être la diffuser par mail, donc de manière individuelle à chaque salarié. Mais un émargement, ça peut peut-être permettre de plus responsabiliser les gens, mais au plan juridique, ce n'est pas une exigence. D'accord. S'agissant des masques, c'est… Si je peux intervenir. Pardon. Oui, pour la charte, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que de notre côté, on a prévu dans l'attestation sur l'honneur, comme quoi ils sont volontaires pour un retour sur site, de leur faire signifier aussi qu'ils ont bien lu et qu'ils appliqueront l'ensemble des éléments de la charte. Voilà. Et juste un point, évidemment, ce que je vous propose, c'est de l'afficher aux endroits où vous affichez les documents habituels, oui. Convention collective, etc. Comme ça, cette charte, elle sera, voilà, il y aura un impact collectif plus important. Donc, sur cette thématique, d'autres questions? Donc, je passe aux masques. Oui. Voilà. Les masques, alors, les masques, ce n'était pas une obligation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que l'employeur a pris toutes les mesures, mais là encore, c'est la difficulté de déterminer ce périmètre de toutes les mesures, il faut appliquer le plan de confinement, évidemment, les fiches métiers qui pourraient être applicables dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc,
Les masques, ce n'est pas une obligation si on a mis en place déjà ces mesures, mais c'est une précaution qui vous sera utile si jamais un cas venait à se révéler, si jamais on mettait en œuvre votre responsabilité. Donc, c'est parfait, vous anticipez, je ne peux pas conseiller mieux. Et de la même manière, là, si vous pouvez prouver qu'effectivement, tous les salariés ont eu les 4 masques, parce que les problématiques qui peuvent naître, c'est un tel, mon collègue en a eu plus, j'en ai eu moins, je ne les ai pas trouvés au moment où je suis arrivée, au moins il n'y aura aucun débat sur ces discussions-là. Donc, une remise avec signature dans un tableau de suivi, je ne peux que le recommander. D'accord. Et juste une précision sur le fait, enfin nous on peut tous rester en télétravail, Oui. C'est la chance que l'on a malgré tout, mais il y a certainement quelques salariés qui voudront revenir au bureau parce que leur vie personnelle est peut-être plus compliquée. Il y a aussi ces cas-là qu'on essaie d'anticiper. C'est la même question. Est-ce qu'il y a j'ai entendu, je ne sais plus qui, la dame qui a parlé tout à l'heure de dire qu'en fait, on leur fait signer pas une dérogation, mais enfin, ils demandent. Si on met en place un planning, parce qu'en fait, on leur a demandé, nous, 2 jours avant d'aller au bureau, au moins de proposer à leur manager un planning dans lequel ils diraient moi, je vais au bureau pour vérifier qu'il n'y ait pas plus de 10 personnes en simultané, en respecter, voilà. Est-ce que le fait qu'ils aient mentionné sur un planning leur volonté d'aller au bureau suffit, ou il faut leur faire signer pareil, une feuille d'émargement comme quoi ils ont lu leur charte et qu'ils demandent, eux, à aller au bureau? Alors, si vous mettez en place la charte, vous pouvez tout à fait rester dans le même mode de fonctionnement. On sera sur une forme de preuve de l'accord du salarié, mais le planning rempli en ligne, ça ne va pas trop. L'idéal, ça serait quand même un mail qui accompagne, un mail au supérieur hiérarchique qui dit « J'ai rempli le planning, je suis favorable à réintégrer mon poste tel jour, de telle heure à telle heure ». Ça vous permet, vous, de mieux gérer les fameux flux, le séquençage, les décalages d'horaire, tout ça, puisque ça c'est conseillé de le mettre en place. Hein. Donc, oui, ça, de la même manière, je ne peux que le recommander. Une trace au dossier, c'est parfait. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, malgré toutes les mesures que vous allez mettre en œuvre, c'est si un cas de contamination survient, si une maladie est développée, alors je ne peux pas évoquer, ça serait très long, mais la problématique de la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle, aujourd'hui, ce n'est pas dans les tableaux des maladies professionnelles, mais d'ici quelques mois, on ne sait pas comment va évoluer la législation sur ce point-là. Si aujourd'hui, vous prenez toutes ces mesures avec simplement un petit mail qui dit que c'est une démarche active du salarié, la charte qui est signée, vous aurez un dossier en cas de contentieux parfaitement ficelé. C'est surtout ça, oui. Merci. Excusez-moi, je voudrais juste revenir juste sur cette charte parce que moi, justement, je me posais la question de le joindre en annexe du règlement intérieur pour m'assurer de son application, en fait. Et surtout, si j'ai un collaborateur qui ne respecte pas mes consignes, est-ce que si je ne l'ai pas joint au règlement intérieur, est-ce que je peux le sanctionner? Et non. Voilà. Donc, je pense, et comme l'employeur a l'obligation non seulement de mettre en place des mesures, mais de les faire appliquer, on n'est pas du tout à Val Software dans une logique disciplinaire, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais est-ce que quand même il vaut mieux pas, même symboliquement, lui donner cette force-là en l'enjoignant? Moi j'avais prévu de le joindre du coup. Alors il va falloir que vous respectiez toutes les formes avec dépôt. Si ça vient s'adjoindre, ça c'est l'équivalent d'une note de service, il va falloir que vous le fassiez. Et même la note de service, il va falloir que vous en parliez avec les élus. Mais j'ai déjà entendu la précédente intervenante qui nous indiquait qu'elle travaillait cette charte avec le CSE, donc il n'y a pas de difficulté. Mais à ce moment-là, il faut l'analyser comme une note de service qui s'adjoint au règlement intérieur. Et vous pourrez donc sanctionner parce que ça fera partie des textes qui vous permettent d'exercer votre pouvoir disciplinaire. Alors, ça, mais il faut quand même. Vous ne conseillez pas forcément, en fait, c'est ça, c'est pas. Tout à l'heure, en fait, il n'y avait pas cet aspect de sanction. Si à un moment donné, vous voulez pouvoir sanctionner, effectivement, il faut que ça soit inclus dans l'ensemble des textes qui permettent de mobiliser votre pouvoir disciplinaire. Par contre, il faut qu'ils en aient conscience, les salariés. C'est-à-dire que si un jour, vous voulez pouvoir mobiliser ce pouvoir disciplinaire, vous leur en touchez 2 mots, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez leur faire signer, afficher, etc., qu'ils soient conscients que c'est la fameuse obligation côté salarié dont je parlais tout à l'heure. Ils sont garants de leur sécurité et leur santé et que vous seriez amené à prendre des sanctions si ça n'était pas respecté. D'accord. J'avais juste aussi une question, excusez-moi, je ne vais pas monopoliser. Sur le référent Covid, je voudrais savoir, vous dites c'est très... je le conseille en fait. Mais moi, je me dis,
comment on met en place un référent Covid? Il y a une formation pour être référent Covid? Alors, effectivement, à l'heure actuelle, c'est compliqué de les envoyer en formation. Ce que vous pourriez faire, c'est en toucher 2 mots. Là, j'ai échangé avec quelques employeurs sur cette thématique. Ça n'a pas avancé, donc je n'ai pas encore eu les échos de la médecine du travail, qui est en plus compliquée à joindre. Donc, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu encore les retours. Mais elle peut éventuellement aider à l'élaboration d'une fiche pour maîtriser, je dirais, la réactivité et puis les informations qu'il doit maîtriser. Donc ça, à voir avec le médecin du travail, mais à l'heure actuelle, ils sont tellement pris par des urgences que je ne suis pas persuadée que vous ayez un retour. Par contre, on peut procéder de la même manière qu'en matière de harcèlement moral, étant précisé que quand on met en place la fameuse charte et qu'on désigne cette personne, très souvent on l'envoie en formation sur les risques psychosociaux, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire ça. C'est pour ça que je pense que l'interlocuteur privilégié, c'est le médecin du travail. Après, sur la base de cette charte et du document que vous nous avez montré tout à l'heure, s'il y a un peu plus de détails dans les informations, ça c'est tout à fait, ça peut servir de formation. Vous le recevez, vous travaillez avec ce référent Covid pendant une après-midi, ça peut valoir formation. Donc on pourra considérer que cette personne, elle est légitime pour traiter ces problématiques-là. J'ai une question aussi. Bonjour Fabrice, bonjour, monsieur. Donc, pour l'attention de l'ETIA, je pense. Nous avons remis depuis lundi à peu près 50% de nos effectifs en présentiel. Et nous avons une agence de travail qui est dans un bâtiment multi-entreprise. Donc nous sommes au premier étage et il y a donc un certain nombre de parties communes et notamment les sanitaires. Et en fait, on a, nous, mis en œuvre un certain nombre de mesures pour nos salariés au sein de nos locaux, mais on a découvert hier après-midi que le gérant du bâtiment n'avait pas, lui, prévu de dispositifs particuliers, notamment concernant la désinfection des sanitaires collectifs. Là, je boucle avec l'histoire de on va dire, la responsabilité de l'employeur. Voilà, de l'employeur. Est-ce que vous nous conseilleriez de purement et simplement fermer l'agence en attendant d'être sûr qu'il y a quelque chose qui est fait à ce niveau, ou est-ce que notre responsabilité ne peut pas être engagée finalement parce que ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise 100%? Alors oui, dès lors que vous avez connaissance de cette information et donc des défaillances dans les mesures en termes de sécurité qui n'ont pas été prises, déjà la première chose que je vous inviterai à faire, ça serait d'envoyer une mise en demeure au propriétaire du bâtiment qui vous donc les locaux, puisque lui il est responsable de ce contrat de prestation de service en matière de nettoyage, pour vous couvrir, pour, si contentieux il y avait, démontrer que dès que vous avez été informé de cette défaillance, vous avez pris les mesures pour préserver vos salariés. Par contre, tant que ça n'est pas fait, je me demande, moi je vous conseillerais, si vous avez vraiment besoin de laisser les agents dans ce bâtiment, c'est vous-même de passer par un prestataire de service, au moins pour les jours à venir, si vous ne pouvez pas les laisser à domicile, de mettre en place vous-même ces mesures. Il faut savoir qu'il y a les gestes barrières et à côté, on a tout un panel de mesures sur la désinfection des locaux. Si les locaux n'ont pas été utilisés les 5 jours avant l'entrée des salariés, effectivement, là, on n'a pas de désinfection à faire. S'il y a eu du passage dans les 5 jours, la désinfection est obligatoire, donc dans ces sanitaires, et y compris qu'en plus, tous les jours, il y a du passage. Donc là, c'est quand même, effectivement, c'est embêtant. Donc, pallier la carence, ça peut être une solution. Sinon, alors rapatrier tout le monde à domicile, alors que depuis lundi, vous leur avez dit de réintégrer les locaux, c'est quand même compliqué. Il n'y a qu'à cet étage un seul sanitaire partagé avec d'autres personnes, c'est ça Il y a un sanitaire homme et un sanitaire femme, et sur ce niveau-là, il y a 2 entreprises. Il y a 2 entreprises. Et est-ce que vous êtes rapproché de l'employeur? Est-ce qu'il a pris des mesures, lui? Il en est où de la protection? Quand vous dites l'employeur, le gestionnaire du bâtiment? Ouais. Non, l'autre entreprise qui occupe les locaux. Ils n'ont pas repris pour le moment. Ah, eux n'ont pas repris. On est actuellement seuls. Mais... D'accord. En fait, donc si vous appliquez les gestes barrières, déjà, il y a moins de risque de contamination et que vous appliquez scrupuleusement toutes les préconisations gouvernementales, déjà de ce côté-là, vous êtes préservé. Par contre, il faut garantir qu'en fait, dans ces sanitaires, il n'y ait pas d'intrusion extérieure des clients, des choses comme ça. À ce moment-là, on ne pourra pas les préserver. Notamment, il y a l'étage du dessus, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des salariés de l'étage du dessus qui viennent. Et voilà, c'est ça. Ce qui se fait habituellement quand les toilettes sont prises, par exemple, à l'autre étage.
Donc aujourd'hui, on n'a pas de solution miracle, hein. Soit vous mettez en demeure et il s'exécute dans les 24 heures, soit vous prenez vos dispositions pour recourir à votre propre prestataire, soit vous gelez les venues dans le bâtiment. Vous m'avez précisé à quel étage vous vous trouvez? Premier étage. Premier étage, donc il y a un ascenseur? Oui, il y a un ascenseur. Donc l'ascenseur, vous avez vu qu'il y a des règles précises concernant l'ascenseur. Bon, on ne s'en est pas occupé non plus, mais j'imagine que… Ouais. Donc ça, c'est pas, je crois, alors j'ai pas de souvenir, mais je crois que c'est entre 3 et 5 personnes. Je ne veux pas vous dire de bêtises, ça c'est à vérifier. Ça dépend mais de la pareil, taille des ascenseurs, a priori. Ah, c'est ça. Aussi. Ouais, donc ça, à vérifier, s'agissant des ascenseurs. Donc là, clairement, vous êtes dans le cas typique où, à mon sens, toutes les mesures n'ont pas été prises pour préserver les salariés, donc il faut réagir rapidement. Et notre responsabilité est engagée sur… Alors, la responsabilité, elle sera engagée si déjà on arrivait à prouver un lien de causalité en cas de survenance de la pathologie. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le Covid, c'est très compliqué de démontrer qu'il est survenu au temps du travail, au lieu de travail, puisque voilà, c'est pas une maladie professionnelle. Il y a un temps d'incubation, mais bon, aujourd'hui, on n'a pas le recul sur les actions qui vont être enclenchées devant les tribunaux de sécurité sociale, enfin devenus tribunal judiciaire. Donc, c'est compliqué d'apprécier. Je pense que quand même, les juges seront sévères parce qu'il y a un certain nombre de mesures. Si le gouvernement a pris le temps de mettre en place toutes ces mesures, alors étant précisé que le plan de déconfinement n'est pas une circulaire, ce n'est pas une loi, donc il y aura aussi tout un débat sur l'impact législatif et juridique de ces textes-là. Mais vous, effectivement, vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y a pas de risque dans ces sanitaires. Donc voilà, étant précisé qu'au-delà des problématiques de désinfection, d'encadrement des interventions des prestataires, il y a un certain nombre de mesures à mettre en place sur l'utilisation des poubelles, par exemple. Vous devez avoir des poubelles spéciales Covid. On ne mélange plus dans les poubelles des bureaux le papier, l'alimentation, les masques et les gants. Voilà, moi au cabinet, j'ai installé dans différentes ailes du cabinet des poubelles spéciales Covid avec des affichages où là on met la nourriture, les masques et les gants. Les gants d'ailleurs, je vous le précise, vous avez dû le voir, je crois que ça ressort du plan de déconfinement, que les gants finalement on les déconseille parce qu'en fait ils sont plus vecteurs de transmission que protecteurs, sauf ouverture du courrier. Donc là encore, par exemple, au cabinet, certains employeurs de ma clientèle, on a acheté des boîtes de gants, mais ce n'est pas à disposition de tout le monde. C'est pour la personne qui ouvre le courrier. Elle les utilise le temps de l'ouverture. Elle les jette dans la fameuse poubelle Covid. Voilà. Vraiment, il y a tout un panel. Dans le Vademecum que je vais vous envoyer, il y a voilà, ces mesures d'anticipation à prendre. Je vous mettrai un petit laïus sur ces poubelles pour que voilà, vous l'ayez à l'esprit, que les personnes sur place elles peuvent mettre en œuvre ça. Normalement, si un prestataire de service qui intervient pour le ménage, ils ont reçu des directives, puisque moi, tout ce dont je vous parle, c'est ce que moi-même j'ai mis en place au sein de mon cabinet. Mais comme vous n'êtes pas lié contractuellement avec la société de prestation de service qui intervient dans le sanitaire, c'est compliqué. Mais il faut absolument faire une mise en demeure au moins à votre bailleur. Hein. Bien. Merci. Voilà. Des personnes ont d'autres questions? Aline, je ne sais pas chez Sinox si vous avez eu des éléments complémentaires à apporter. Oui, bonjour, désolée, j'ai raté le début de la réunion. Écoutez, j'ai vu qu'avec Élise et Laure, c'était déjà bien complet. Nous, voilà, on a fait également, on a préparé, puisque pour l'instant, tout le monde est en télétravail. On est chez Sinox, on a une petite vingtaine de salariés. Donc, pour l'instant, le télétravail convient à toutes nos activités. Donc, on maintient ça le plus longtemps possible, en tout cas tant que nécessaire. Donc, on prépare quand même la reprise d'activité, en effet, en préparant une charte avec toutes les mesures qui vont être mises en œuvre de notre côté et toutes les mesures qui devront être également prises par les salariés eux-mêmes, notamment au niveau de l'usage des lieux communs, des espaces communs, du matériel commun, la cafétéria, enfin, l'espace détente, on va dire, où chacun sera invité, enfin sera plus qu'invité, à utiliser une lingette désinfectante après l'usage du micro-ondes, du frigo, de la machine à café, de la fontaine à eau, avant et après utilisation, que le photocopieur, voilà, tout le matériel en commun sera nettoyé par les salariés au fur et à mesure de l'usage qu'ils en feront.
Ensuite, nous, bien sûr, on va prendre en charge les mesures de protection collective avec un sens de circulation, des horaires décalés s'il le faut pour les personnes qui prennent les transports en commun, pour leur éviter de... Après, je vous dis, on est 20, donc c'est un peu plus facile à gérer. On connaît les situations de chacun. Très bien. Ok, merci. D'ailleurs, si vous avez des noms de fournisseurs qui ont encore des lingettes désinfectantes, je suis preneur. Il y a beaucoup d'entreprises adhérentes au cluster qui en cherchent. Notre propre fournisseur pour les achats groupés qu'on vous a proposés depuis la semaine dernière, en fait, ils sont déjà à sec. C'est très compliqué d'en trouver. Donc, si vous avez des noms, je suis totalement preneur. Alors, moi, juste une petite précision. En fait, ces lingettes au plan écologique, bon, c'est pas la meilleure trouvaille qu'on ait faite. Donc, nous, ce que notre prestataire nous a proposé, c'est un produit qui s'appelle, alors je suis pas censée peut-être citer un nom de produit. Non, je peux. Allez-y, c'est bon. Duotex, qu'on utilise avec donc des gros rouleaux de sopalin. On les a laissés à côté de chaque photocopieuse. Et donc, c'est un système de spray. Hein. Ouais. Alors, c'est peut-être moins pratique qu'une lingette et encore, au moins, on ne touche pas le produit, hein, puisque la lingette, on est en contact directement avec la peau. Donc, voilà, ça s'appelle Duotex et il y a une fiche. Je peux également la faire suivre avec le Vademecum, une fiche technique d'utilisation et je pense qu'il n'y a aucune difficulté pour le commander auprès des prestataires classiques. Voilà. Nous, on utilise Sanitol aussi, de la même façon qu'à la place des lingettes. C'est le même principe, avec un chiffon, c'est mieux que les lingettes. Très bien. Et oui, mais le chiffon, oui, il faut un chiffon jetable. Quoi. Il faut pas... Ouais, nous, c'est pour ça le sopalin, en fait. Les gros rouleaux, on utilise on jette. Et on jette dans la fameuse poubelle Covid. Ouais, ça c'est vrai, il ne faut pas qu'on oublie. Voilà. Bon, écoutez, si il est 14h31, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce café visio. Ouais. On va vous envoyer, donc je vais vous envoyer par email déjà le lien vers le dossier sur lequel donc il y a cette boîte à outils en fait. Voilà, tout ce qui a été travaillé déjà par les entreprises présentes. Et je vous rajouterai donc l'adresse email de Alexia. Pour si vous voulez lui demander ce fameux Vademecum. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à nos intervenantes d'avoir présenté votre travail. Merci beaucoup, Alexia, d'avoir répondu aux questions. Et du coup, je peux vous dire à très bientôt à notre prochain Café Visio qui... alors attendez, j'ai un petit doute sur le thème. Oui, c'est jeudi, tout à fait. Jeudi à 13h30 aussi. Mais du coup, sur le thème... du déconfinement. Encore ? Qui aura encore lieu, oui, c'est ça. C'est le débriefing post-confinement, nouvelles modalités de travail, innovation managériale, la RSE, la QVT. Donc, on va voir un peu ces sujets-là. Merci. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.